Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Un truc que je comprends pas, pourquoi à chaque fois que je démarre le podcast, je parle quelques secondes et je me rends compte que le micro est trop bas et après je monte le micro. Il n'y a vraiment pas encore cette option psychologique, technique de vas-y règle ton micro avant, non? Je sais pas. Incroyable. Bref, peu importe. Aujourd'hui, le sujet est un sujet à la fois triste et réel, mais tu connais, j'aime bien te parler de la réalité de l'entrepreneuriat. Et ce sujet, tu as lu le titre, c'est faire semblant de travailler. Tu t'es peut-être dit, mais que raconte ce douteux personnage avec sa casquette, avec son histoire de faire semblant de travailler? Je vois pas du tout de quoi il parle. Ou au contraire, tu t'es peut-être dit, si tu es sincère, si tu es honnête, ou peut-être si tu es concerné, ça nous est tous arrivé, je vois parfaitement de quoi il parle. Je vais t'expliquer la vie que je menais avant, quand je faisais semblant de travailler. Et ça a duré longtemps. Comme tu le sais, j'ai parcouru plusieurs étapes professionnelles. J'ai été salarié, ensuite j'ai monté une entreprise, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et je dirais quand même assez longtemps, j'ai réussi, même si c'est triste, à faire semblant de travailler. Alors c'est une problématique qui est très française pour le coup, hein. C'est un grand classique. Quand tu commences à discuter avec des gens qui sont dans d'autres pays et que tu leur parles de ça, ils ne voient pas trop. Tu vois, si tu parles à un Japonais de faire semblant de travailler, bien souvent, il ne va pas trop comprendre le projet puisque lui, il va rester au bureau très très longtemps. Essaye de te renseigner sur les horaires de travail des Japs. Je pense que tu vas halluciner de leur rythme, de leur façon de voir les choses, de leur façon de voir leur métier. C'est vraiment de l'hardcore work, quoi. C'est vraiment des gens qui sont déterminés au possible, donc faire semblant, ça, ils risquent d'avoir du mal. Dans plein d'autres pays, c'est également très très compliqué, assez mal vu, tu fais pas semblant de travailler, tu taffes. Alors qu'en France, bon, on a une vision un peu de je finis à 15h. D'accord. Bon, ben là, il est 14h59. Je dirais même il est 14h50. Vu que je finis dans 10 minutes, bon, je peux déjà un peu freiner, ça va. Puis quand il est 13h, tu dis, je finis que dans 1h et quelques. Oh, je suis plus vraiment obligé d'y aller à fond. Puis quand il est 13h, tu te dis, bah attends, là c'est la pause. À midi, tu dis, bah c'est la pause. Et de midi à 13h aussi. À 11h, tu te dis, ah c'est bientôt la pause. À 10h, tu te dis, attends, il y a la pause de 10h. Et à 9h30, 9h30, c'est là que tu arrives. Mais tu viens d'arriver, donc c'est le moment où tu arrives, quoi. Ça se voit beaucoup dans les grandes boîtes. Pour rigoler, là, je te l'ai faite à l'envers, mais si tu veux, on peut la faire dans l'autre sens. Et c'est pareil, quoi. T'arrives à 9h et quelques, tranquille, c'est ton arrivée. Petit café, tu discutes avec les collègues. Bon, après, il faut aller travailler un peu. Bon, on y va. 10h30 dans ces eaux-là, 10h, la petite pause. Ah, et la petite pause café, 10h30, 11h, on y va. Mais tu sais, psychologiquement, que ta pause déj arrive assez vite. Midi 30, 13h dans ces eaux-là, donc pause déj. Puis tu reviens, puis quand tu reviens, t'as un peu... T'as bien mangé, donc... voilà, tranquille, on avance tranquille. Puis après, petit à petit, tu connais, la petite pause du milieu d'après-midi, puis la fin de journée qui arrive assez vite. Fin de journée que tu anticipes, bien sûr, parce que tu sais qu'elle arrive. Donc tu ralentis déjà. Tu vois. Comme si tu faisais une course, tu vois la ligne d'arrivée, tu dis, allez, il reste que 10 mètres, je peux relâcher un petit peu l'effort. C'est bon, je vais y arriver, ça va. C'est pas la course de l'année. Bon, ça a multiplié par un certain nombre d'employés, ça fait beaucoup de temps perdu. J'en ai fait partie. J'ai fait partie de ces gens-là, tu vois. J'ai fait partie de ces gens qui ont essayé de gratter. J'ai fait partie de ces gens qui ont essayé d'en faire le moins possible. J'ai fait partie de ces gens qui sont restés en planque pendant longtemps dans une entreprise, à fournir un peu le moindre effort, quoi. Tranquille. T'es là en sous-marin, t'as ta petite place. Comme ça fait longtemps que t'es là, on regarde pas trop ce que tu fais. Bon, ça passe. Tout le monde est un petit peu au courant, tout le monde fait un petit peu ça. Et il y a une espèce de... Excuse-moi, il y a une espèce de commun accord qui s'est développé. Le commun accord du on n'en fait pas trop. D'ailleurs, quand il y a une nouvelle personne qui arrive et qui essaye d'en faire trop parce qu'elle est nouvelle, c'est gênant. Donc on se retrouve dans un schéma qui est inversé. C'est-à-dire que la personne qui essaye de suivre la mission pour laquelle elle a été embauchée devient la personne qui gêne le groupe, quoi. Faut pas déconner. C'est une personne qui essaye de faire le job qu'on doit faire. Si nous, on le fait pas, ou mal, ou peu, et que ça fait longtemps qu'on est là, qu'est-ce que toi, tu viens faire le job ? Tu viens casser notre plaisir, c'est ça? Tu le prends en mode attaque personnelle. Non, mais c'est l'enfer. Quand tu es dans un groupe comme ça, c'est l'enfer. Et ta vie, elle est à l'envers, quoi. C'est une vie de pause, c'est une vie de productivité pas ouf. C'est vraiment pas efficace. Avant cette vie-là, j'avais bien sûr la vie
d'étudiant. Bon, la vie d'étudiant, même si je ne suis pas allé très très loin, après la fac, c'est la même chose. C'est très tranquille. T'es zen, c'est les premières années de ta vie où tu n'as plus de structure, tu n'es plus vraiment obligé d'aller au cours, tu n'es plus vraiment obligé de faire ton travail en rentrant chez toi parce que tu le fais pas, tu te débrouilles avec tes partiels. Pareil, ça te déstructure, ça te laisse une certaine liberté qui peut te faire péter un câble. Je pense que cette non-productivité, cette flemme, on va l'appeler comme ça, hein, cette rencontre avec le vide, je l'ai faite à peu près dans ces eaux-là. Bon, déjà, primaire, collège, je préférais jouer que travailler, mais bon, bref, j'étais un enfant, donc c'est normal. Mais après, quand tu grandis, tu gardes quand même l'empreinte, tu vois, du non-travailleur. Donc, ça peut te surprendre, mais j'ai été pendant très longtemps un méga flemmard. Vraiment, mais un branlos, mais terrifiant. J'ai déjà raconté plein de fois. Combien de courriers recommandés j'ai laissé passer à la poste, je ne suis pas allé les chercher, parce que j'avais que 15 jours pour y aller. Oh là là, 15 jours pour aller chercher un recommandé. Wow, c'est que 15 jours. Aïe, 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 il faut se déplacer et tout, trouver le créneau, mettre ses chaussures, marcher 20 minutes, aller-retour. Oh là là. Putain, dommage hein, que le facteur il m'ait pas trouvé direct. Ça va repartir, je pense. Je sais pas si dans 2 semaines j'aurai le temps. Et j'étais OK avec ça. Pour moi, j'étais totalement connecté. C'était normal. 15 jours, c'était peu, tu vois. Peu pour prendre ses dispositions. Si tu le sais maintenant, je suis quelqu'un de très organisé. La productivité est au cœur de ma vie. Vraiment à un niveau de ouf. Donc je suis vraiment l'opposé de tout ça. Et quand je parle de ça, je me dis, waouh, j'étais tellement inefficace. C'est ouf. Bref, restons dans l'inefficacité. Donc, inefficacité dans les études, inefficacité dans le travail. Bon, quand j'étais salarié, quand même, je faisais ce qu'il faut pour être OK. C'est ça le concept en France en général. Tu fais ce qu'il faut pour être OK. Si tu as un taf de vendeur et que tu dois faire 10 ventes par jour et que tu peux en faire 11, bah là, plus 1, tu la gardes pour le lendemain. Comme ça, le lendemain, ça t'en fait 9 à faire. Un classique. Un classique. Et vraiment, change de pays, pose des questions à des gens qui vivent dans d'autres pays ou voyage, tu verras. Dans certains endroits, c'est impossible de faire ça, c'est inacceptable. Si le mec, le 22 janvier, il peut faire 13 ventes alors qu'il doit en faire 10, il va les faire. Jamais. Il va se dire, je vais en garder 3 pour demain, comme ça j'ai plus que 7 à faire. Ça, c'est nous, ça. C'est nous, toujours dans l'optimisation de rien. Moi, c'est pareil. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis chef d'entreprise depuis des années. Quand je prends des profils, s'ils sont français, je sais que je dois être derrière. Je sais que je dois... Enfin, être derrière. Je sais que je dois checker. Je sais que je dois développer, ou en tout cas mettre en place des outils qui vont permettre aux gens qui travaillent avec moi d'indiquer ce qu'ils font. Parce que si tu manages pas avec des outils, si tu mets aucune structure en place, bah, les personnes s'habituent à un rythme de travail qui est rien, cool, allez, c'est OK. C'est hyper dangereux. Comme moi, je vois le nombre d'outils que j'ai à dispo, la méthode, la découpe, la stratégie qu'on a pour avancer tous ensemble, versus d'autres boîtes où il n'y a rien, je me dis, mais gars, mais toi, tes employés, t'en as 10, 15, tu dois avoir une perte de temps. Nous, on est une petite équipe. Et c'est pour ça que je préfère travailler avec une petite team, parce que c'est plus resserré, on a une cause commune, voilà, on est focus sur une seule chose à la fois, une seule direction de jeu. Mais quand t'as 15, 20 gars, la perte de temps, je rentre parfois dans des boîtes, laisse tomber le vide. Et le dirigeant ne voit rien. Bon, donc, j'avance, je parcours cette vie-là. Et ce qui est fou, c'est que sur les premières boîtes que j'ai pu faire, cette espèce de nonchalance, cette espèce d'envie de rien faire, je l'ai retrouvée. Elle m'a rattrapé. C'est-à-dire que j'ai rien foutu, mais j'avais quand même un taf. Je faisais quand même le job, le minimum, tu connais. Ensuite, j'ai lancé mes premières boîtes. Ça m'a demandé du taf. Plus que le taf d'un salarié. Ça a fonctionné. Et quand j'ai vu que ça a commencé à fonctionner et que j'étais un petit peu confortable, tu vois, t'es à 3 000, 4 000 par mois, j'ai freiné. J'ai freiné en mode, oh bah c'est bon. Je fais 3 000 balles par mois. Ah bah c'est bon. Je fais 4 000 balles par mois. Je suis considéré comme étant riche en France. Je suis confortable. Let's go. C'est bon. 4 000 par mois, je peux arrêter l'effort. Et j'ai été rattrapé par mes démons de l'époque. Ça, c'est ouf. Tu peux te changer, tu peux t'améliorer, tu peux être meilleur, mais en soi, j'ai l'impression que ce qui te constitue reste quand même ton espèce de terreau, quoi.
moi, je suis sur une base de flemmard, donc il y a toujours cette petite envie de rien foutre, cette petite envie de rien faire qui traîne, quoi. Donc quand c'est possible, en tout cas quand cela a été possible, parce que maintenant ça s'est terminé, il y a eu à chaque fois cette envie de relâcher. Et dans l'entrepreneuriat, sur les premières boîtes, j'ai relâché pendant tellement longtemps. Beaucoup de travail, réussite, relâchement. Beaucoup de travail, réussite, relâchement. Beaucoup de travail, réussite, relâchement. À chaque fois, je l'ai tellement fait de fois. Et je voulais t'en parler parce que c'est un vrai truc et c'est quelque chose que ça, tu vas rarement entendre. Tu vois, il y a rarement un dirigeant ou un mec qui crée des business qui va te dire ouais, j'ai des failles et tout. Ça, c'est une faille de ouf, tu vois. C'est une faille de ouf, elle est réelle. Elle est réelle. Je vais t'expliquer après comment j'ai pu la corriger au fil du temps et comment j'ai pu créer en fait des outils qui vont me surveiller moi. Parce que c'est compliqué de se surveiller soi. Alors qu'on vit dans un monde où on a des outils incroyables. On a des téléphones à 1000 balles, on a de l'intelligence artificielle partout. Même avant l'intelligence artificielle, il était déjà possible de faire ça. Et je vais t'expliquer la compétence que j'ai développée qui a pu me permettre de créer des outils pour me traquer et pour me surveiller, pour éviter de retomber dans mes travers. Salut à toi et merci d'être là. On marque une petite pause juste pour que je te donne la genèse en fait de Salarié Provisoire. Salarié Provisoire, comme tu peux le voir, c'est un podcast qui est authentique. Je te parle de faits réels, je te parle de ma vie, je te donne des détails techniques, que ce soit sur du perso ou sur du professionnel, pour que tu puisses t'identifier et appliquer les conseils que je donne potentiellement dans les situations que tu mènes dans la vie. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner tout simplement ou à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Je te laisse retourner à l'épisode et merci encore à toi. Je pense qu'en tant qu'humain, c'est super cool de connaître et de savoir qu'on a des travers et de mettre en face des solutions qui permettent d'éviter de retomber dedans. Comme ça, au moins, c'est réglé. T'essaies pas de te changer fondamentalement. T'as un petit terreau de flemmard. Essaie pas de devenir incroyable ou de tout changer. C'est ta base. T'es comme ça. Ok. Maintenant qu'on sait que t'es flemmard de base, qu'est-ce que tu mets en place pour éviter de retomber là-dedans? Qu'est-ce que tu mets en place pour te prendre un petit coup de fouet qui va te faire te dire attention, t'es en train de partir sur de la flemme, tu vois. Si t'es accro au sucre, c'est comme un petit coup de fouet qui te dit dès que tu t'approches d'un paquet de gâteaux, attention, là t'es en train de t'approcher d'un paquet de gâteaux, déconne pas. Reste tranquille. Et au final, si on devait faire des stats sur ça, si on te mettait un petit coup de fouet comme ça à chaque fois que tu t'approches d'une de tes addictions, ça te réveillerait et tu dirais ah bah non je le fais pas, ah bah non je le fais pas, ah bah non je le fais pas. Tu prendrais comme un sort d'électrochoc. Et à terme, tu vois, sur un an, tu aurais moins consommé ton addiction, telle qu'elle soit, peu importe, grâce à ça. Je vais t'expliquer ça après. Et donc dans ces différentes boîtes, j'allais chercher de la réussite. J'allais chercher de la flemme et il m'est parfois arrivé de ne pas travailler pendant des semaines et des semaines. Alors ça va peut-être te paraître peu, mais en termes de business, c'est quand même pas mal, quoi. Des semaines, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et je faisais ça parce qu'à l'époque, mon rêve, justement, c'était d'avoir un business automatique. Donc je voulais forcer le destin à coller à ma flemme. Pour créer en fait un business qui est automatique, il faut travailler déjà sur ce que tu apportes. Et ensuite, il faut travailler dans un second temps, une fois que tu as trouvé ce qui fonctionne, sur comment tu vas l'automatiser. Alors que les gens en général, et j'en faisais partie, regardent juste la fin et se disent « Waouh, business automatique, je veux ça, je veux la fin. » Non, ça c'est juste le haut de l'iceberg. Tout ce qu'il y a dans l'eau, c'est à toi de le faire. Et donc comme j'étais trop pressé d'arriver au top, donc sur le toit de l'iceberg, sur le dessus de l'iceberg, moi je sautais directement dessus. Alors que j'avais pas fait tout ce qu'il y avait en bas. J'avais fait qu'une toute petite partie, quoi. J'avais fait 20%. Et ça, je l'ai répété. Et j'ai vécu comme ça, en faisant des 20-30% de business. J'en ai fait quelques-uns des comme ça, quoi. 3, 4 ou 5. C'est génial, hein. Tu peux vivre tout le temps comme ça. Il n'y a pas qu'un modèle de business dans la vie. Il n'y a pas qu'une manière d'entreprendre. J'aurais pu vivre toute ma vie comme ça, en faisant à chaque fois 30% de business. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Tu fais à chaque fois 30% de business d'un business qui te rapporte un demi-million par an. C'est OK. Mais finalement, nouvelle vie, nouvelle vision, nouvelle problématique. Et ton rêve n'est plus d'avoir un business qui fonctionne, mais ton rêve est d'avoir du temps. Et j'ai l'impression que ça, c'est un truc que tu rencontres forcément à force de créer des business, ou à force de créer un business, ou à force d'avancer dans ta vie entrepreneuriale.
Tu rencontres forcément ce besoin un jour de te dire, tiens, mais attends, qu'est-ce qui est le plus important? Et là, tu te rends compte que le plus important, c'est le temps. Parce que c'est la seule chose que tu ne peux pas racheter. Même en faisant un business à un demi-million d'euros tous les ans. Ça ne change rien. Si tu es mal organisé, si tu ne crées pas de vrai système, si ton but, c'est de te mentir, puis derrière, de rien faire, ton business retombe et tu es obligé de recommencer et de refournir un effort. Alors que, si tu te concentres un petit peu et que tu fais l'effort de te discipliner, là, tu crées un système jusqu'au bout, de bout en bout, qui fonctionne automatiquement. Et là, tu mérites et tu as accès, enfin, à la vraie finalité qui t'intéresse. Ça, pour moi, c'est l'essence de l'humain. Savoir qu'on a des failles de ouf. Savoir qu'on a des difficultés à faire les choses. Et quand tu, je pense, fais un petit point sur l'historique de ta vie, tu vas te rendre compte que dans plein de cas de figure, on agit comme ça. C'est-à-dire que je peux te donner un exemple avec la salle de sport, tu vois. Moi, j'aime beaucoup m'entraîner, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Même si maintenant, c'est une habitude, enfin, bien que maintenant, ce soit une habitude qui soit ancrée dans ma vie depuis des années et des années, que je m'entraîne depuis vraiment très longtemps, je sais que je ne me suis pas dit un jour, tiens, je vais m'entraîner, et j'ai réussi à tenir cette discipline lifetime, point, tu vois. Je sais qu'un jour, sur ce déclenchement, sur cette envie d'y aller, j'ai réussi à tenir toute la vie. C'est pas ça qui s'est passé. Je me suis motivé pour y aller au début, j'ai commencé avec un premier sport, que j'ai arrêté, puis j'en ai fait un autre, puis après je me suis dit je vais aller à la salle, allez, super motivé, j'y vais tous les jours, tu connais la fameuse erreur, tu y vas tous les jours, ça te dégoûte, t'arrêtes pendant X mois, puis après, oh, petit complexe, tu retournes pour finalement t'arrêter parce que la flemme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toutes les histoires qui sont racontées en général sur Internet, et de manière globale sur les réseaux, et je les trouve trop lisses, je les trouve trop en ligne droite, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que les gens font point A, point B. A égale la vision, B l'objectif, je traverse le segment, j'arrive de l'autre côté. Allez, millionnaire, c'est génial. Mais en fait, ce qu'il y a au milieu, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout une ligne droite. Ce qu'il y a au milieu, c'est des tests, des envies, des erreurs, des oui, des non, des j'ai la flemme, des pfff. Tu peux pas, en tant qu'humain, faire une ligne droite comme ça. On n'est pas des robots. On n'est ni ChatGPT, ni Python, pour ceux qui connaissent, qui est un langage de programmation qui permet de faire des choses assez efficaces. On n'est pas des robots. Forcément, il se passe des choses dans nos vies. On rencontre des gens, on quitte des gens, on traverse des aventures, on est motivé, on n'est plus motivé, on a le temps, on n'a plus le temps, on prend le temps, on prend plus le temps. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est ça que je veux te souligner dans ce podcast-là. Donc, cette traversée a été compliquée, que ce soit au travers du sport ou au travers de l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup plus de compartiments que dans le sport. Donc, tu as encore plus de chances de faire un pas en avant, un pas en arrière. Tu as besoin de compétences graphiques. C'est nouveau. Un pas en avant, c'est un peu compliqué, un pas en arrière. Tu as besoin de compétences de vente. Un pas en avant, un pas en arrière. Tu as besoin de compétences administratives. Un pas en avant, un pas en arrière. Non mais imagine, à l'échelle d'une vie, le nombre de pas en avant, pas en arrière que tu vas faire sur le sujet. Plus ta vie perso. Ça fait beaucoup. Si tu as une vie perso tumultueuse, encore. J'ai de la chance, entre guillemets, pour ça. Je suis quelqu'un de stable, donc c'est pas le cas. Mais tu as quand même des rebonds. Tu vois, même en étant stable, tu as des mouvements, des choses que tu prévois pas. Donc en plus de tout ça, il faut réussir à tout concilier pour aller chercher une ligne la plus droite possible. Et ça demande une discipline de ouf. La plupart des gens savent que je suis extrêmement discipliné, carré de ouf, productivité de taré. Et ils ne connaissent pas ce verset-là de moi, cette vision et cette méthode, en tout cas cette manière d'agir d'avant. Ils se disent, mais comment tu fais pour que ça soit carré comme ça? Tout est noté, des tours doux dans tous les sens, des rappels, des automatisations, des verrouillages, tu sais exactement, tu rates rien. Je suis passé par tellement d'échecs, tellement de ratés. Je veux te donner cette philosophie-là pour que tu l'appliques aux gens que tu vois réussir. Il faut que tu aies ce truc en tête quand tu vois quelqu'un arriver à un super niveau de quelque chose. Rappelle-toi qu'avant, il était nul. Un truc qui m'a fait souligner ça, encore plus, c'est la boxe, tu vois. En boxe, tu vois toujours un mec à la salle, c'est normal, qui est au-dessus du lot.
Et tu te dis, pouah, j'aimerais trop être comme lui. Mais en vrai. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer un gars qui avait cette vision-là et on en a parlé. Et il m'a dit, mais si moi j'ai ce niveau-là, c'est que je me suis fait dégommer en fait. C'est que je voulais pas rester nul. Et ça, c'est drôle. C'est-à-dire que toi, la vision que tu peux avoir de ce gars-là, c'est ouais, il est trop fort, j'aimerais trop être comme lui, il est invincible. Mais en vrai, ce gars-là, dans une autre vie, dans les années qu'il a passées, ou dans d'autres salles, à côté d'autres mecs, il s'est fait dégommer. Et à côté d'autres mecs encore aujourd'hui, il se fait dégommer. Il est bon dans cet espace, dans cette salle, avec les gens qui sont dans cette salle, à l'instant T. Tu prends ce même gars, tu le mets à l'INSEP, si tu veux. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un centre sportif français dans lequel on met nos meilleurs sportifs. Il se fait rouler dessus comme si c'était un débutant. Donc il y a vraiment ce délire de position, d'espace et d'instant T. Et de travail pour arriver à un certain résultat qui amène une certaine discipline. Comment je suis passé de Pierre flemmard, t'as peur, à extrêmement carré, j'oublie rien, niveau d'organisation, je pense proche du max de ce que je peux atteindre. Je vais te donner quelques exemples. Je pense que ce qui m'a saoulé au bout d'un moment, c'est cette question de temps et de me dire, mais attends, tu es en train de créer des demi-systèmes, des demi-aventures, tu vas pas au bout des choses. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? C'est le but du jeu, ça. Faire des demi-machins, ça rapporte X par mois, tu vis bien, tu dépenses un peu ton argent, tu es confortable, tu achètes juste du répit, en fait, finalement, et après on est de retour dans le travail absolu, puis du répit, puis beaucoup de travail, puis du répit, mais c'est nul. À quel moment vas-tu développer la compétence qui consiste à mener tes projets au bout? Prends ton projet, amène-le jusqu'au bout. Systématise-le, automatise-le, va au bout, développe complètement la chose. Et quand je l'ai fait pour la première fois, déjà ça m'a fait un bien fou. Et c'est là que j'ai compris le travail que ça représentait et la distance qu'il y avait entre quelqu'un qui démarre et quelqu'un qui a un système complet qui fonctionne. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de travail. Et donc, comment j'ai fait? J'ai répété encore. C'est-à-dire que j'ai créé de nombreux business à demi. Puis, finalement, au lieu de les faire à demi, je les ai fait à 3/4. Et ensuite, je les ai fait à 100%. Et tu vois, là, on retombe sur un classique de l'humain qui s'appelle la pratique délibérée. Je te convertis ça, je te traduis ça. Plus tu fais, mieux tu fais. C'est tout. Rien de nouveau. Hein. Tu l'as bien, j'imagine, remarqué dans ta vie. Plus tu répètes une action, mieux tu réalises cette action. Tu fais la vaisselle pour la première fois, c'est long, tu mets de l'eau partout, tu gères pas le savon. Alors je parle de faire la vaisselle à la main. Tu mets de l'eau partout, c'est compliqué, il y a de la mousse, tu maîtrises pas. La seconde fois, tu es un peu meilleur, et ainsi de suite. Si tu fais la vaisselle pendant un mois, 30 jours plus tard, tu as des méthodes. Tu as la technique. Bon, attends, on va tout laver d'un coup. Ensuite, on va tout rincer d'un coup. Ensuite, on va tout sécher d'un coup. Et ensuite, moi, je vais tout essuyer d'un coup. Et toi, tu vas tout ranger d'un coup. On passe de j'ai du mal à tenir le verre, il me glisse des mains, je ne maîtrise pas, à j'ai un système complet pour aller le plus vite possible. Est-ce que tu as lu un livre sur la vaisselle entre-temps? Non. Est-ce que tu as regardé des vidéos YouTube sur comment faire la vaisselle? Non. Est-ce que tu as été formé pour faire la vaisselle? Non. Juste pratique, délibéré. Tu as pratiqué, tu as récupéré de la donnée, ça a amélioré ton système pour être plus efficace dans le cadre de cette action. Tes gestes sont plus précis, ta mémoire musculaire est en place, tu comprends la forme du verre, tu comprends comment il peut ne pas glisser si tu le prends avec un angle particulier, tu comprends à quel moment il faut le poser, à quel moment il faut le rincer. Qu'est-ce qu'il est plus intéressant de faire d'abord? On sèche d'abord? Non, c'est pas possible. On savonne d'abord sans eau? Non, c'est pas possible. On met un petit peu d'eau, on savonne, on frotte. Est-ce que c'est pas un petit peu long de faire tout le processus? Non, tu mouilles, tu savonnes, tu frottes, tu rinces, tu poses. Ouais, mais tu mets de la mousse sur un truc sec, ça n'a pas vraiment de sens. Ok, on fait tout d'un coup, etc., etc. Tu améliores ton processus au fur et à mesure. Au fur et à mesure du temps, tu deviens meilleur. Pour la vie, c'est la même chose. Tu peux prendre tous les compartiments de ta vie, ça marche. Cuisiner, le ménage, avoir une relation avec quelqu'un. C'est la même chose. Plus tu as de relations, plus tu es solide en relation. Qu'importe le type de relation. Le relationnel classique, la vente, l'amour. Plus tu fais, mieux tu fais.
Il y a d'ailleurs un petit constat qui est assez marrant, tu vas voir, ça va te faire réfléchir, c'est que quand tu es en relation avec quelqu'un, je parle de couple, c'est la personne avec qui tu seras après qui récupérera le travail fait par la personne avec qui tu étais avant. Ça, c'est super marrant. Tu vois, c'est pour ça que parfois tu vois des couples, et c'est assez drôle, il y a un des deux qui dit non, moi je veux pas m'installer, ou je veux pas acheter, ou je veux pas faire X choses avec toi. Et étonnamment, cette personne, qu'on va appeler X, change de couple, tu vois, son premier couple se termine, donc il passe par une période de célibat plus ou moins longue, il se remet avec quelqu'un, et toutes les choses pour lesquelles il n'était pas prêt avant sont OK maintenant. Donc ce travail de fond qu'a peut-être fait Y avec lui ou elle, de dire allez s'il te plaît, let's go, ça va être génial, cette argumentation, tout ce travail, tous les fruits sont récoltés par la personne qui vient après, qui se substitue. Parce que la substitution, dans la communication et dans les relations, c'est quelque chose de puissant. Je te donne un autre exemple de substitution qui est assez marrant. Tu travailles par exemple dans une banque. Tu es à l'accueil. Il y a un client qui vient, super énervé, il gueule, oui, mais ma carte, blablabla, il nous raconte sa vie. Il n'est pas content. Il gueule dessus, il a décidé de te dégommer. Stratégie, toi, Y, tu dis un instant, je vais chercher quelqu'un. Quand il t'a gueulé dessus pendant 5 minutes, tu amènes une autre personne qui a d'autres propriétés physiques. Un sexe différent peut-être, une taille différente, une couleur différente. Une autre personne, juste une autre personne, tu l'amènes, tu verras que il ne reprendra pas au même niveau d'énervement. Ça s'appelle la technique de la substitution. Comment calmer quelqu'un sans calmer quelqu'un. Tu n'as même pas besoin de lui dire calmez-vous, ce qui est très inutile, ça sert à rien. Une personne qui est énervée, elle n'est pas dans le relationnel, dans le rationnel et dans l'émotionnel. Donc c'est vraiment contre-productif de lui dire calmez-vous. Donc tu te substitues, tu amènes quelqu'un d'autre, tu disparais en fait de son champ de vision, parce que dans certains cas de figure, tu as beau avoir le meilleur relationnel du monde, c'est pas ce que tu vas lui dire qui va changer les choses, parce que lui il a une position et il n'en démarre pas. Tu changes de personne et tu lui amènes une nouvelle personne. Substitution. Et là, la personne redescend. Essaye de visualiser toi. Si toi, tu es du genre à t'énerver ou à faire des scandales, est-ce que si on t'amène une autre personne, tu vas réussir à crier pareil? En théorie, non. Stratégie assez simple. Je reviens sur mon histoire de productivité. Donc, je mène les projets non jusqu'au bout, tu vois, je les complète pas. C'est pas ouf. Je finis par me poser la question. Je suis dans le plus tu fais, mieux tu fais, sauf que moi, le plus tu fais, mieux tu fais, c'est sur du business, tu vois. Donc, je les enchaîne, ces business, je les enchaîne. Ils m'amènent de l'argent, c'est super. J'ai des nouveaux problèmes, et qui sont le nouveau problème majeur, c'est oui, c'est super, mais finalement, tu t'es enfermé dans un nouveau truc, tu vois, un nouveau compartiment. Quand tu taffes, tu t'enfermes dans le compartiment du taf, tu vois, quand tu es salarié, et du plafond de verre, tu peux pas aller bien haut. Quand tu commences à lancer un business, tu peux aussi t'enfermer dans le compartiment du « ouais, mais tu fais les trucs à demi ». Et ainsi de suite. Tu vois, en fait, tu découvres comme ça des nouveaux compartiments que tu connaissais pas. Donc là, j'étais dans celui-là, dans celui du « ça marche ». Je suis plus dans le « je rêve que ça marche ». Ça marche. C'est super. Mais j'ai un autre problème, et c'est ça. Comment je vais passer au-dessus? J'ai répété. Je me suis formé aussi beaucoup pour pouvoir visualiser, pouvoir se projeter. C'est pour ça que je te dis souvent, passe du temps avec des gens qui ressemblent à ce que tu veux être. C'est pour ça aussi qu'on a fait un bootcamp salarié provisoire, tu vois. Être dans la même pièce avec des gens qui sont en mode business. Quand tu commences à engager des conversations avec des gens qui vont me dire « Putain, cette année, j'ai fait que 500 000, je visais 700 000, je suis dégoûté. » Et le mec d'à côté, il dit « Ouais, moi, je voulais faire 20 000 par mois et je me suis loupé. » Et le mec d'à côté qui dit quoi? « Moi, j'ai fait 30 000 par mois, ça s'est super bien passé. » Ça t'inspire. T'entends ces chiffres. L'information sous-jacente que tu récupères, c'est « Waouh, c'est possible. » Alors que si je fais un bootcamp qu'avec des mecs qui croient pas au business et qui disent que c'est de la merde, tu ressors de là et tu vas dire, mais écoute, je suis totalement d'accord. Ça n'existe pas. La preuve en est, entre guillemets. J'ai été entouré de personnes qui ont essayé, qui ont raté. Et puis, donc, ça marche pas. C'est faux de faire des trucs. C'est impossible. Il faut être doté, il faut être un magicien, tu vois. Ton environnement est super important. Si tous les jours, je te répète que tu es le meilleur, le ou la meilleure, tu vas finir par y croire. Si tous les jours, je te répète que tu es nul, tu vas aussi finir par y croire. Donc, ton environnement, même si tu as peut-être l'impression que tous tes choix proviennent de toi, la vérité, c'est que tes choix sont biaisés par ton environnement.
Si tous les jours je te répète que la politique c'est important et qu'il faut que tu y prêtes attention, tu vas y prêter attention et tu vas être d'accord avec ça. Si tous les jours je te dis arrête de regarder la télé, c'est de la merde, la politique n'apporte rien, tu vas aussi le croire. L'environnement est important. C'est bien de le savoir pour pouvoir faire un pas de recul et se dire ok d'accord, j'ai en mémoire ça, donc je prends aussi mes décisions en fonction de ça. Qu'est-ce que je pense vraiment de ça? Quelle est ma vraie position sur ça? Ça m'importe, ça m'importe pas? Tu as toujours cette philosophie de mieux comprendre et de mieux comprendre les humains et de mieux se comprendre soi. Donc je continue dans mon compartiment de la productivité compliquée, je continue dans mon compartiment de je fais les choses à moitié, et il arrive un moment où au lieu de faire 50% d'un business, j'en fais 60, puis 70, puis 80, puis 100. Et quand j'arrive à 100, je vois ce que ça fait d'avoir un business à 100%. Et je me dis, oh là là, ah là on est dans un autre monde. Hein. C'est ça 100%, ça marche, c'est automatique, l'argent rentre, puis il y a des nouvelles opportunités commerciales, puis ça rentre. Waouh, je suis pas intervenu, comment... Waouh, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et après, tu rentres dans d'autres compartiments. Nouveau compartiment, comment doubler les ventes de ce business? Nouveau compartiment, comment tripler les ventes? Nouveau compartiment, comment gérer l'humain? Comment recruter? Tu vois, tu as d'autres compartiments que tu voyais pas à l'époque. Parce que quand tu es dans un truc que tu fais à 50%, la question du recrutement, elle se pose pas. La question de comment doubler tes ventes, elle se pose pas parce que c'est toi qui fais. Donc c'est compliqué. T'as pas de système. Tu fais tout à la main. Donc il n'y a pas de doublage de vente. Plus tard, quand tu es sur un business à 100%, comment faire des pubs? Comment les optimiser? Comment aller plus loin? Comment trouver des nouveaux angles? Comment trouver des nouveaux produits? Comment vendre ces nouveaux produits? Comment déléguer ton discours commercial? Comment former les gens qui vont vendre? Est-ce que tu le fais? Tu le fais pas. Je le délègue, je le délègue pas. Donc tu vois, tu as plein de compartiments, plein, qui étaient invisibles dans la pièce d'avant. Tu vois, c'est comme si tu passais de pièce en pièce. Dans la pièce de 50% de business, dans la pièce de 60%, 70%, puis dans la pièce de 100%. Et dans la pièce de 100%, il y a une méga armoire avec des tiroirs partout et tu dois gérer ce qu'il y a dans les tiroirs. C'est encore un autre monde. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est une aventure c'est une aventure incroyable. C'est une aventure incroyable, tu vois. C'est pour ça que tu m'entends content dans mes podcasts tout le temps. C'est pour ça que tu m'entends heureux, parce qu'il y a toujours des trucs à faire. Et c'est stylé. Ça ne peut, je trouve, que rendre heureux si tu gères bien. C'est même faux de dire ça. Ça peut pas que rendre heureux. Ça peut rendre ouf aussi si tu gères mal. Mais on revient encore sur cette histoire de discipline, de vision et de productivité. Si toi aussi tu veux voir de quoi je vis, sache que tu as accès directement à ma communauté privée qui s'appelle Le Bureau, tout simplement parce que je t'invite dans mon bureau. Le lien est dans la description et c'est ouvert à tous. N'hésite pas à retrouver ce petit lien là où tu sais, que ça soit sur YouTube ou sur une plateforme d'enregistrement de podcasts classique comme Spotify, Deezer, etc. Ce que j'ai fait au long de ces années, que mes business soient faits à 50, 60, 70, 80 ou 100%, je me suis mis à développer des méthodes contre mon cerveau. C'est-à-dire que mon cerveau, je connais ses défauts, il faut que je compose avec. C'est un peu comme connaître ton corps et te dire, tiens, aujourd'hui, je rêve d'être basketteur, mais je fais 1m75. Je tire bien, je shoot bien, mais dunker contre des mecs de 2 mètres, ça va être dur. Donc il faut que j'adapte ma stratégie. C'est pareil avec ton cerveau. Tu as des avantages, tu as aussi des inconvénients. Je peux te donner mes inconvénients. J'ai pas une énorme mémoire. Et parce que ça m'emmerde de retenir des trucs, ça m'embête. Et parce que c'est aussi un défaut. Voilà. Pour moi, dans la vie, rien n'est bien grave, donc je retiens pas grand-chose. Comment tu contres un cerveau qui ne retient pas les choses? Est-ce que tu vas t'embêter à faire des quiz de mémoire pour être meilleur tous les jours? Ou est-ce que tu vas tout simplement utiliser un outil? Bien sûr, j'ai utilisé la réponse de un outil pour noter. Tout simplement. Et l'outil que j'ai utilisé pour noter, c'était un outil de to-do. C'est-à-dire que je me suis fait des listes de choses à faire pour éviter d'oublier ce que j'avais à faire. Ensuite, je me suis dit, tiens, tu as un autre, soit un défaut, soit un avantage, je ne sais pas où on le place, mais il existe. Tu as toujours des nouvelles idées, tu as envie de lancer des choses, tu as un esprit plutôt créatif, tu as une idée, le machin, ok, tu vois un ventilateur, oh, on pourrait lancer une boîte de ventilateur, ok, mais je la vois comme ça, on pourrait faire ça, ça, ça et ça dedans, ok. C'est-à-dire que sur cette idée, tu as 5, 6, 7, 8, 10 choses à noter. Lendemain, je vois une fleur, oh, on pourrait lancer une boîte de fleurs, mais pas comme ça existe. Un autre type de boîte de fleurs, où on ferait ça, ça, ça et ça. Donc là, tu as 10 choses à noter pour ta boîte de fleurs.
en 2 idées, là, tu as 20 choses à noter. Rappelle-toi, ton cerveau, il retient rien, ou peu. Donc c'est-à-dire que les 10 idées pour le ventilateur, dans 20 secondes, elles ont disparu. Les 10 idées pour les fleurs, vu que c'est le lendemain, elles ont effacé les idées pour le ventilateur. Comment on fait? Tu prends ça et tu mets dans ta to-do. La vie avance, je note de plus en plus ce que j'ai à faire et mes idées, et j'arrive dans un nouveau compartiment. Le compartiment de regarde ce que donne ta to-do. Je regarde ma liste de choses à faire, et dans ma liste de choses à faire, je vois des idées et je vois des choses à faire. Je dis, mais c'est problématique quand même d'avoir tout mélangé comme ça. Une to-do, c'est à faire, c'est chose à faire, ça n'a rien à voir avec les idées. Donc pourquoi j'ai du bordel comme ça là? C'est gênant. Avantage ou inconvénient, tu le mets toi où tu veux, je suis quand même quelqu'un d'assez structuré en fait, mentalement. J'aime bien l'ordre. J'aime bien l'ordre. Même si j'ai des côtés un peu flemmards, j'aime l'ordre. J'aime bien quand c'est rangé, sans être un psychopathe. J'aime bien quand c'est structuré. Et le désordre, ça me fatigue. J'aime bien quand c'est bien rangé. Ça me permet de ne pas avoir de charge mentale, c'est génial. Et ça me pose problème. Parce que je vois que il y a des jouets qui ne sont pas dans le bon tiroir. Je me dis, je vois pas pourquoi il y a des couverts dans le tiroir des jouets. C'est bizarre. Donc je dois trouver une autre solution. Et tu vois, ça me remet sur cette thématique de l'entrepreneuriat qui est un peu ça finalement. L'entrepreneuriat, c'est trouver des solutions à des problématiques, quelque part. C'est les problèmes rentrent, tu trouves des solutions. Problème, solution, problème, solution, problème, solution. Et là, mon problème, c'est qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire là. Donc je trouve un autre logiciel, et à l'époque, c'est Evernote, sur lequel je vais prendre mes idées et les structurer. Je fais un projet qui va s'appeler ventilateur, et dedans, je mets mes idées. Je fais un autre projet qui va s'appeler fleuriste, et dedans, je mets mes idées. La vie avance. Et je me rends compte que j'ai encore plein d'idées. Tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, tout le temps. Au bout de 6 mois, j'ai 15 idées. Tout est sur Evernote parce que c'est structuré. Mais à l'intérieur de ces idées-là, ça manque de trame. C'est la guerre. Tout est noté n'importe comment. Donc je me rends compte que dans mes idées, il y a l'idée globale, l'objectif et les notes pour chaque idée. Donc je crée une trame pour chaque projet. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de projets. Donc je crée un grand dossier qui va s'appeler projet. Je prends tous mes projets qui sont maintenant tous tramés avec la même structure. Je les regroupe et je les mets dans le projet. Et voilà, mon premier dossier Evernote est né. Et ainsi de suite. Et ce compagnon, cette extension de cerveau, ne me quittera plus jamais. Quand Notion est sorti, j'ai pivoté tout ce que j'avais sur Evernote sur Notion. Très simple. Et maintenant, j'ai un Notion que j'appelle Wikivida, comme Wikipédia, mais c'est le Wikipédia de ma vie, donc le Wikivida. Et dessus, tu as tout. Mes futures idées de business, les choses que je veux lancer, et plein de documentation. Je découvre ça, la documentation. En tant que flemmard, j'aime pas refaire 2 fois la même chose, tu vois. Je te donne un vrai cas de figure qui m'est arrivé. J'ai une voiture spécifique, c'était une petite voiture de sport un peu sympa, dans laquelle j'avais fait installer un système de son. Sauf que ce système de son avait un problème technique. Je ne sais plus exactement ce que c'était. En plus, je pourrais le retrouver, c'est encore dans mes notes. Il y avait un truc qui déconnait, et quand ça déconnait comme ça, donc le Bluetooth ne fonctionnait plus. J'arrivais plus à connecter mon téléphone à la voiture. C'était trop chiant, quoi. Donc ça te prenait n'importe quand. Et un jour, je suis allé nettoyer cette voiture en question. Je l'ai forcément éteinte. Logique, on ne va pas la laisser démarrer. Je l'ai nettoyée. J'ai rallumé. Et il y a eu ce problème de connexion chiant. OK ? Et ce que j'ai fait, j'ai créé une documentation avec des images, des photos qui expliquent comment pallier ce problème technique. Parce qu'il m'était déjà arrivé plusieurs fois d'avoir le problème et de ne plus savoir comment on le corrige. Et de passer à chaque fois 25 minutes pour le corriger. Et comme je ne retiens rien, je ne peux pas me dire « Ah oui, je me rappelle ». Non, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout. Par contre, avoir une belle documentation bien rangée, avec dire « Bon, bah voilà, étape 1, tu fais ça, 2, 3, 4, 5, 6 », ça marche. Je crée de la documentation, que ça soit à titre personnel ou professionnel, depuis plus de 10 ans. Depuis très longtemps maintenant. Et j'ai des docs pour tout. Et c'est terrible. Parce que c'est précis. Et je dirais même que l'extension de ça, et tu vas voir à quel point c'est génial, dans mes propres business, j'ai déjà partagé des docs professionnels qui sont perso à la base, pour pouvoir
aider, former un collaborateur, transmettre de la connaissance, sans avoir à lui expliquer. J'ai dit, tiens, j'ai une documentation sur ce que tu veux faire. Et on va le faire pour le client. Vas-y, suis. Et comme je suis quelqu'un de structuré, c'est rangé, c'est propre, tu as juste à suivre les étapes. Parce que finalement, dans la vie, la connaissance, ça s'explique. C'est pas de la magie d'être bon dans quelque chose. Quand tu arrives à un certain niveau, tu peux l'expliquer. S'il n'y a pas besoin de mémoire musculaire, si c'est un truc technique sur un ordinateur, finalement, c'est des étapes à suivre, d'une certaine manière. C'est tout. Il n'y a pas, dans ton système, il n'y a pas de moment où, dans ta documentation, il y a marqué, attention, à ce moment-là, il va falloir taper à 265 mots minute en termes de vitesse. Clac, 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 clac. Non, ça n'existe pas. Il suffit juste de suivre des étapes. Cliquez là, faites ça, vous vous connectez, tourne à droite, clique, boum, là t'écris ça, là tu passes ça, là, c'est tout. C'est juste ça. Donc, tu peux faire de la documentation. C'est la chance qu'il y a dans mon business. Tu vois, le fait d'être bizdev, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière un ordinateur. Donc, tu peux documenter. Donc, j'ai plein de documents. Plein. Et moi, je trouve ça génial. Parce que je peux revenir dessus et je peux les optimiser, les mettre à jour. Chose que tu ne peux pas faire dans ton cerveau. Si je t'apprends la procédure pour réinstaller Windows sur un ordinateur, c'est un exemple. Tu peux difficilement mettre à jour l'étape 3 de la procédure. Alors que quand c'est écrit dans ton Wikivida, sur ton Notion, tu mets à jour. Tu peux même faire une photo. Donc le jour où tu as besoin de le refaire ailleurs, tu peux le faire. Et moi, je le fais par exemple avec des automatisations. Tu sais que j'aime beaucoup créer des automatisations, que ce soit pour mes bis perso ou pour les clients. J'ai plein de documentation sur ça. Comment faire X ou Y chose. Donc finalement, tu deviens toujours un petit peu meilleur, tu améliores tes documentations, et tout est plus carré, tout est plus efficace. Tu vois, tu cumules ton efficacité. Contrairement à ce qu'on a pu étudier en cours pendant des années et qui nous a servi à que dalle, c'est-à-dire apprendre par cœur des cours d'histoire géo qui servent à rien, ou des cours d'histoire qui servent à rien, là, moi j'ai une mise à jour constante, tout est noté. Tu vois, tout ce que tu as noté sur des cahiers là, qui servaient à que dalle, ça aurait été largement plus efficace de l'avoir en structuré, de ne pas nous faire noter des pages et des pages qui servent à que, juste avoir des points, et de temps en temps, pourquoi pas faire des mises à jour. C'est de l'histoire, c'est figé, mais il y a d'autres choses où il y a d'autres matières dans lesquelles on aurait pu faire des mises à jour, ça aurait été 1000 fois plus efficace. C'est une parenthèse. Donc, système de to-do, système de Wikivida. Et le numéro 3, c'est des systèmes automatisés pour connecter les différents outils qui sont autour de moi. Je t'ai parlé tout à l'heure d'un petit coup de fouet. Tu as compris mon défaut. Moi, en tant que mec très productif, efficace, qui suit tout ce qu'il a à faire, tout est ordonné. La première chose que je fais le matin, c'est checker ma to-do du jour, régler les to-do, les mettre dans le bon sens pour savoir ce que je fais dans l'ordre. C'est-à-dire que si tu veux suivre ma journée, tu regardes ma to-do et tu sais où je suis géographiquement et ce que je fais. Au-delà de ça, j'ai, rappelle-toi, ce petit fond de non-productivité. Comment se mettre des coups de pression? Alors, tous les 6 mois, ou même un peu plus, parce que maintenant j'ai moins besoin, j'ai une to-do spéciale qui s'active et qui pop et qui dit réinstaller Toggl. Toggl, donc Toggl, est un logiciel qui permet de traquer ton temps. Donc, encore une fois, ça demande une certaine discipline. Si tu ne le mets pas toi-même, le temps, personne ne va le faire à ta place. Personne, voilà. C'est-à-dire que quand tu vas, par exemple, lancer un jeu, tu as envie de te détendre, et que tu n'appuies pas sur compter le temps, sur ton Toggl, le jeu ne va pas le lancer soi-même. Donc, il faut de la discipline. Ça reste la base de tout dans la vie. Toggl, l'intérêt, c'est de traquer exactement comment tu dépenses ton temps dans ta journée. Quand tu travailles, tu appuies sur play sur le bouton travail. Quand tu joues, tu appuies play sur le bouton jeu. Quand tu es en pause, tu appuies play sur le bouton pause. Et ainsi. Enfin, tu appuies sur play sur le bouton de pause. Oui, c'est ça. C'est play pause qui m'a feinté. Du coup, au bout d'une semaine d'utilisation, tu as des statistiques et tu peux regarder comment tu utilises ton temps, tout simplement. Ça te permet d'avoir des points de vérification, un genre d'auto-mise à jour, qui te permet de contrer ton cerveau qui, lui, aime bien la flemme. Ça, c'est efficace. Et de dire, attention, là, je vois que tu es à X heures par jour de jeu, c'est pas normal. Tu retombes petit à petit dans tes travers. Donc, tu vas maîtriser. Et tu vas être limité à 1. Et ainsi de suite. Autocorrection. Il y a un truc qu'il faut te dire. Si tu veux avancer et aller plus loin, personne ne fera le job pour toi, en fait. Tu avances, toi, pour toi. Les gens, ils s'en foutent de ce que tu fais, toi. Le gros du taf, tu le fais en silence, chez toi. Tu le fais dans ta tête. Tu le fais derrière ton ordinateur. Tu le fais pas en public. Le but de lancer son business, le but d'avancer, c'est pas d'être stylé. C'est d'être efficace. Tu vois, ce podcast, je le fais seul,
n'y a personne là. Personne m'oblige à poser le setup, à mettre en place, à mettre la caméra, à mettre le roadcaster, l'ordinateur, le retour vidéo, allumer toutes les lights, me mettre devant, trouver un sujet, parler. Personne. Je pourrais regarder une série, ça dure 1 heure, ce que je fais là. Je pourrais regarder 2 épisodes peut-être même d'une petite série. Et rien faire, et me poser sur mon canapé. Mais non, je fais ça. Mais le contenu que tu écoutes, il a été produit seul. Je suis seul. Pas de bruit, il n'y a personne autour de moi. Solo. Avec l'organisation et la détermination d'apporter quelque chose au monde. C'est ça le projet. Je te le place aussi ici. Je pense qu'il est important d'avoir une cause qui dépasse l'argent, une cause qui est plus viscérale qu'autre chose. À partir du moment où ta cause, elle est en toi, c'est une grande cause. Tu veux faire soit avancer très fort ta vie, soit avancer très fort le monde, pourquoi pas. La question de motivation et de trouver le temps pour faire les choses ne se pose plus. Si tu te demandes comment trouver le temps, c'est que tu n'as pas encore trouvé la cause en fait. C'est ça la réponse. À partir du moment où tu as ta cause, trouver le temps, ça devient facile. Parce que techniquement, quand il faut trouver le temps pour regarder ta série préférée, quand il faut trouver le temps pour jouer, tu l'as toujours. Il y a toujours un créneau pour jouer. Il y a toujours un créneau pour un petit épisode. Il y a toujours un créneau pour une vidéo YouTube. Donc il y a toujours un créneau pour taffer alors. Difficile à entendre, mais c'est la vérité. Il faut réussir à combattre ça. Et je sais que la procrastination, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Moi, j'ai la chance aujourd'hui que ça ne me touche plus. Parce que, encore une fois, j'ai fourni un travail pour la dégager de ma vie. J'ai compris que c'était pas bien. J'ai compris que c'était négatif. Donc j'ai piraté mon cerveau, puisque je sais que mon cerveau agit d'une certaine manière, et j'ai piraté pour me balader justement dans ces angles morts, pour pouvoir le contrôler. T'es flemmard, mais t'aimes la rigueur. Donc, avoir une to-do, c'est parfait pour toi. T'aimes suivre les listes, t'aimes quand c'est bien rangé. Alors range bien, et ça te rendra productif, tout simplement. Voilà comment moi je me suis piraté. Je sais comment je fonctionne, donc je sais comment me contrer. Je connais ma stratégie interne, je connais ma configuration interne, donc je sais comment être plus fort que moi. Je sais comment configurer les outils qui seront plus forts que moi. Il y a tout un tas également d'automatisation, c'est peut-être un peu technique, mais les outils que j'utilise, donc que ce soit mon outil de to-do ou d'autres outils, sont ce qu'on appelle des applications web. Et ces applications web, grâce à une autre application web qui s'appelle Make, make.com, toutes ces applications sont interconnectables. Ce qui fait que tu peux créer des scénarios plus ou moins complexes qui vont permettre d'améliorer encore ta productivité. Que ce soit une productivité perso ou une productivité professionnelle. Et ça, c'est génial. Tu peux regarder quelques vidéos YouTube sur le sujet, tu vas voir. Tu connectes des petits blocs ensemble pour arriver à des résultats. Et vu qu'il y en a plus de 7000 d'applications de ce type-là, et qu'il y a plein d'utilisations par application, tu peux vraiment aller très loin dans ce que tu peux faire. Et donc, toutes les tâches qui reviennent en boucle, tu peux les systématiser. Faire en sorte qu'elles se réalisent automatiquement. Tu vois, typiquement, moi j'ai plusieurs boîtes mail, j'en ai 7 là actuellement. Je peux regarder en direct pour rigoler parce que j'ai mon PC. Sur 7 boîtes mail, j'ai un mail non lu. 3 mails non lus. Allez, j'en ai 3. Il y a des gens qui écoutent ce podcast, ils ont une boîte mail, ils ont 45 000 mails de retard. Pourquoi ? Parce qu'ils ont laissé le temps passer, parce que pas de système et pas de gestion automatique. Donc, je te remets juste un petit peu en substance, en condition, en perspective si je puis dire. Donc, on est dans un monde où tu as accès à ton téléphone au monde entier. Tu as la possibilité d'installer une intelligence artificielle sur ton téléphone, à savoir ChatGPT ou autre. Tu as des applications qui sont interconnectables. Comme je te l'ai dit, tu peux les interconnecter avec à peu près n'importe quoi. Tu peux aussi les interconnecter avec ChatGPT. Tu as des gestionnaires de mails à l'appel, il doit y en avoir au moins 10. Et ta ligne de défense sur j'ai 45 000 mails de retard, c'est non mais j'ai pas le temps de les lire. Je pose ça là. C'est un exemple. C'est un exemple. Moi, je trouve que c'est incompatible avec la vie qu'on mène aujourd'hui. Traiter 45 000 mails avec les bons systèmes, ça peut se faire sans que tu regardes.
très faisable. Très, très, très faisable. Et ça, c'est un scénario parmi des dizaines d'autres qui existent. Il y a vraiment énormément de choses à faire dans ce monde-là. Il y a vraiment des... Encore une fois, c'est pas un podcast très technique pour le coup, mais ça, moi, les scénarios et les automatisations, c'est quelque chose que j'adore. J'en ai aujourd'hui 60... pour mon entreprise, des scénarios, j'en ai aujourd'hui... Je suis bien à chaque fois de donner les chiffres parce qu'ils changent. J'en ai 64. J'ai fait un peu de tri. J'en ai 64 et en inactif à côté, prêt à être déclenché s'il y a besoin, j'en ai 73. Donc ça veut dire 64 actions différentes qui sont menées automatiquement pour soit me faire avancer à titre perso, soit à titre professionnel. Imagine combien il me faudrait de personnes pour gérer ces 64 tâches annexes. Imagine le temps que ça me laisse. Et tu vois, ça fait partie du système. Je pense qu'on a fait le tour sur la productivité. Si tu es touché par la procrastination, essaye aussi de réfléchir et de savoir quel type d'humain tu es. Il y a des tests qui existent pour ça en plus. Moi, j'ai fait à l'époque Comme Colors, qui était très cool. J'ai rempli un long QCM et après, j'ai été appelé pendant 1 heure par un spécialiste et c'est lui qui m'a dit, voilà, vous êtes plutôt tel type de personne, comme ça, telle couleur, tel machin. Et quand je lui ai expliqué mon système d'organisation, il a dit, c'est marrant parce qu'il est pile aligné aux défauts de votre cerveau. Donc nickel, sur ça, c'est bien. Mais sur ça et ça, vous pouvez améliorer X ou Y points. Et ça, c'est super cool. Et tu vois, typiquement, cet appel, au lieu de le prendre et de passer à autre chose, tu prends des notes. Le bilan qui t'envoie par mail, tu le prends aussi. Donc, tu as et tes notes et le bilan. Tu vas sur ton Wikivida, tu appelles ça comme color ou test de personnalité, et tu mets dedans. Tu vois, le Wikivida, on a tellement de connaissances, tellement de choses que tu laisses passer, fuiter, alors que tu pourrais revenir dessus, optimiser. Et donc, finalement, c'est comme si tu faisais des projets, mais à demi aussi. C'est-à-dire que tu notes des demi-connaissances. Il y a des demi-connaissances qui te passent par la tête, puis elles disparaissent. Puis après, il y a la même peut-être qui arrive 6 mois plus tard. Tu dis, je me rappelle, mais je me rappelle plus. Et tu réoublies, au lieu de noter. Alors que si tu empilais les briques, peut-être que tu aurais de nouvelles idées. Peut-être que tu irais encore un petit peu plus loin. Si tu as kiffé le podcast comme d'habitude, n'hésite pas à laisser 5 magnifiques étoiles, où que tu sois, sur les plateformes. Et bien sûr, ça, c'est la nouveauté, en tout cas pour le moment. Il y a des bootcamps salariés provisoires. C'est-à-dire qu'on se voit en vrai, on se fait 1 jour ou 2 jours de business ensemble. Tu as le lien dans la description. C'est quelque chose qui va continuer encore et encore. Laisse tes infos si toi aussi, tu veux qu'on passe une journée ensemble, entouré de personnes qui ont envie de tout péter. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à bientôt.